Bonjour, bienvenue, c'est la matinale du monde du chiffre. Au programme de ce nouveau numéro, on parlera PGE, on parlera également comment exploiter la blockchain et enfin on parlera formation aux professions comptables. Pour débuter cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Thierry Legrand, associé d'Exponence, avec qui on va parler PGE. Thierry, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Alors le gouvernement a mis en place beaucoup d'aides pour accompagner les entreprises dans cette crise. Parmi ces aides, il y a le PGE, mais le PGE, il va falloir le rembourser. Alors comment va se passer ce remboursement ? C'est une grande question. Alors aujourd'hui, on connaît les règles. C'est vrai que les entreprises doivent se prononcer aujourd'hui, dans les jours qui viennent, sur le remboursement ou pas du PGE, puisqu'on avait 1 an de franchise effectivement sur ce prêt, et on devait ensuite le rembourser sur 5 ans. Le gouvernement, eu égard aux difficultés et au prolongement de la crise sanitaire, a accepté de décaler en fait cette première échéance de remboursement. Et donc on a une deuxième année de franchise de remboursement, et ensuite on devra rembourser cette somme sur 4 ans. Donc c'est là où le problème en fait va être un petit peu compliqué, c'est que les entreprises qui avaient 5 ans pour rembourser ce PGE n'auront plus que 4 ans, pour celles qui choisissent effectivement de décaler. Et on imagine quand même que beaucoup d'entreprises, eu égard aux incertitudes qui pèsent encore sur cette crise économique, crise sanitaire, crise économique, c'est la continuité, c'est lié. C'est vrai qu'on peut se poser la question de qu'est-ce qui va se passer en septembre, octobre. Donc aujourd'hui, il vaut mieux être prudent et effectivement plutôt décaler ce remboursement. Voilà, mais derrière se posera quand même la question du remboursement. Comment on va faire ? Et justement, est-ce que les entreprises pourront de nouveau recourir à l'emprunt ? Alors, aujourd'hui, de nouveau recourir à l'emprunt. Elles peuvent déjà, celles qui n'ont pas bénéficié du PGE, peuvent aujourd'hui demander un PGE. Et c'est peut-être aussi la bonne question déjà à se poser, c'est est-ce que je dois souscrire un PGE ? Je ne l'ai pas fait l'année dernière, j'ai tenu jusque-là, maintenant, est-ce que j'ai les moyens de continuer à tenir ? Donc on pourrait dire que par prudence, il y a peut-être intérêt à regarder les conditions d'emprunt, qui sont quand même relativement clémentes, et de dire, voilà, je vais demander un PGE. Pouvez-vous les rappeler peut-être ces conditions ? Donc il y avait uniquement, alors après ça variait en fonction du chiffre d'affaires, de l'activité de l'entreprise, mais il y avait juste une garantie BPI qui allait, je crois, de 0,25 à 0,5, 0,75 en fonction du chiffre d'affaires des entreprises. Et puis ensuite, effectivement, il y a après, une fois qu'on va aller sur le remboursement, eh bien une quote-part d'intérêt bancaire, mais qui est relativement limité. Et aujourd'hui, on estime globalement que le taux du PGE garantie BPI, parce qu'il faut quand même rappeler que c'est un prêt sans garantie personnelle du dirigeant, c'est 90% garanti par l'État, ça a un coût quand même, et donc on devrait s'en sortir un peu moins de 1,5% par an de taux d'intérêt, on va dire, garantie comprise. Donc c'est relativement clément, dans la mesure où je n'ai pas de garantie personnelle, à mettre en face de ce prêt. Donc on peut effectivement estimer que les conditions sont particulièrement favorables. En revanche, l'inconvénient, c'est la durée de remboursement. Puisqu'aujourd'hui, un PGE, c'est jusqu'à 25% de son chiffre d'affaires. Voilà, on peut tirer sur le PGE jusqu'à 25% de son chiffre d'affaires. Alors, toutes les entreprises n'ont pas fait, puis certaines banques ont été un peu réticentes parce que l'activité était compliquée, il n'y avait pas forcément, effectivement, du répondant toujours au niveau des entreprises. D'ailleurs, on a eu quelques interventions du médiateur du crédit. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand je vais rembourser ce PGE, si j'ai 25% de mon chiffre d'affaires, ça veut dire que si je dois le rembourser avec une activité qui ne redémarre pas et qui n'augmente pas, il va falloir que je dégage sur 5 ans 5 points de marge par an supplémentaires pour dégager le cash nécessaire au remboursement. Donc si j'ai une activité qui était limite, je vais effectivement me poser beaucoup de questions sur la capacité de remboursement de l'entreprise. Donc il faut effectivement compter sur le fait qu'on était déjà bénéficiaire, qu'on avait une capacité de remboursement initiale. Mais si aujourd'hui mon entreprise ne redémarre pas, eh bien si je n'ai pas je dirais une activité qui me permet de dégager du cash, eh bien c'est 5 points de marge supplémentaires qu'il faut que je trouve pour avoir la capacité de rembourser. Pas négligeable. Ce qui n'est pas négligeable. Voilà, donc il faut avoir présent à l'esprit que, effectivement, cet argent, il faut le rembourser. Voilà, c'est un jour. Quelle est la bonne attitude à adopter pour les entreprises qui sont justement en difficulté ? Quels sont les indicateurs ?
Aujourd'hui, de toute façon, moi je prônerais la prudence de ce côté-là, effectivement. Déjà, la première chose, c'est bien voir avec sa banque quelles sont les conditions exactes de remboursement sur les 4 ans, les 5 ans, enfin, ou les 5 ans, les 4 ans, on va prendre ça dans l'ordre, pour voir un petit peu l'impact sur la trésorerie de l'entreprise. Est-ce qu'elle a la capacité de le faire, de rembourser? Comment? Voilà. Est-ce que j'ai gardé cet argent du PGE ou pas sur mes comptes, ou est-ce que je l'ai dépensé pendant cette période de crise? C'est important à analyser. Et ensuite, quelle est ma capacité de rebond? Quel est le cash que je vais pouvoir dégager sur les quelques années qui viennent pour pouvoir le rembourser? Donc c'est pour ça qu'on attend aussi avec impatience les éléments sur tout ce qui est les prêts garantis, les prêts participatifs, pardon, pour voir un petit peu dans certaines entreprises comment on pourrait effectivement combler cette difficulté de remboursement de PGE par cet emprunt participatif envisageable, mais aujourd'hui je crois réservé plutôt aux grosses entreprises plutôt qu'aux petites entreprises. Voilà. Donc ça va être un peu la question, c'est dans quelles conditions je peux éventuellement me refinancer pour avoir une période plus longue pour amortir ce PGE. On va conclure là-dessus. Merci Thierry Legrand d'être passé sur notre plateau. Merci à vous de m'avoir accueilli. Vous êtes toujours dans la matinale du monde du chiffre. On va parler formation. En effet, l'ACE devient Sup Expertise Paris. On en parle tout de suite avec mon invité, Hugo Lopez, directeur général de Sup Expertise Paris. Hugo, bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi ce changement de nom? Ce changement de nom, c'est très simple. Il s'explique par le partenariat stratégique qui a été noué en 2020 entre l'Ordre des experts comptables d'Île-de-France d'une part et la CE, CFA, Centre de formation des apprentis, historique pour l'expertise comptable en Île-de-France, et donc qui devient Sup Expertise Paris. Alors, présentez-nous cette école. Alors cette école, c'est la nouvelle école supérieure des métiers de l'expertise comptable, de l'audit et du conseil en Île-de-France. Notre ambition, elle est de répondre aux enjeux colossaux de formation et de transformation, d'évolution des compétences dans la branche des cabinets d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. Pour ce faire, nous nous appuierons sur notre expertise historique en matière d'alternance. Évidemment, tous nos diplômes à Sup Expertise Paris sont proposés selon cette modalité d'apprentissage, que ce soit dans notre filière de comptabilité-gestion ou notre filière management et RH. Nous avons 8 cursus qui sont tous proposés en alternance, bien évidemment. Nous ouvrons pour la première fois aussi une filière DCG en initiale classique, mais Sup Expertise Paris, c'est aussi une expérience, un savoir-faire, en matière de formation continue, et puis une pépite dont la réputation n'est plus à faire en matière d'accompagnement plus individuel, plus personnel, que ce soit en bilan de compétences ou en accompagnement à la VAE. Peut-être un mot sur les différentes formations? Oui, eh bien, donc nous avons une filière comptabilité-gestion dans laquelle nous allons retrouver les fameux DCG, DSCG, bien entendu, mais aussi le BTS comptabilité-gestion, une licence professionnelle comptabilité et paye, et puis un petit nouveau, un diplôme dont j'aurai peut-être l'occasion de reparler ensuite, le BUT, donc qui remplace les DUT, donc diplôme désormais en 3 ans et qui sera destiné à la gestion administrative et commerciale des organisations pour justement former ces nouveaux types de collaborateurs dont les cabinets ont besoin. Et puis dans la filière management et ressources humaines, nous avons 2 licences professionnelles, une licence de management par projet et une licence RH, et puis un master en ingénierie des ressources humaines. Alors vous avez évoqué le partenariat avec l'Ordre des experts comptables de Paris-Île-de-France. Pourquoi ce partenariat et qu'est-ce qu'il y a derrière ce partenariat ? Mais ce partenariat, il vise justement à répondre, ce que je disais précédemment, aux enjeux très très forts et urgents en matière de transformation, d'évolution des compétences et de nouvelles compétences, des besoins de nouvelles compétences dans les cabinets d'expertise comptable. L'Ordre des experts comptables de Paris-Île-de-France, qui s'occupait déjà de formation continue, a mis un pied donc dans la formation initiale et en particulier en alternance, ce qui va nous permettre d'être beaucoup plus réactifs, de coller aux besoins des cabinets d'expertise comptable en matière de nouvelles compétences et donc de faire évoluer très rapidement notre offre de formation. Alors vous avez dit nouvelles compétences, ça veut dire nouvelles formations aussi ? Bien évidemment, alors notre objectif à moyen terme, il est de délivrer notre propre diplôme d'école qui va, nous l'espérons, permettre un maximum de dispense aux examens du DCG et du DSCG, mais qui va aussi permettre d'apporter des modules complémentaires, des enseignements qui n'existent pas aujourd'hui dans ces formations essentielles pour les cabinets d'expertise comptable, et
qui va permettre justement d'acquérir ces compétences qui font un peu défaut aujourd'hui aux professionnels qui sortent de ces diplômes. Ce sont évidemment les fameux soft skills dont tout le monde parle aujourd'hui, mais c'est aussi du marketing, de la communication, la relation client qu'il faut apprendre à travailler justement pour permettre de développer ces fameuses nouvelles missions qui doivent se développer dans les cabinets d'expertise comptable. Et puis comment ne pas parler des nouvelles technologies, des data. Les professionnels de l'expertise comptable de demain seront inévitablement des professionnels du big data, du traitement des données. Donc ça, c'est évidemment un champ très important. Je vous parlais du Budgaco à court terme, puisque nous l'ouvrons en septembre, qui va être de ce point de vue aussi intéressant, puisqu'il vise à préparer ces nouveaux types de collaborateurs. Et puis enfin, nous innovons en permanence. Nous proposons dès la rentrée prochaine une plateforme interactive que nous avons élaborée avec nos partenaires Didasc et les éditions Fouché pour accompagner de façon très interactive et continue dans l'année l'acquisition des nouvelles compétences par les étudiants en DCG. Donc cette plateforme qui s'appelle IDCG+, je pense est une illustration des investissements importants que nous sommes en train de faire. Hugo Lopez, merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup. Vous êtes toujours dans la matinale. Comment exploiter la blockchain dans les cabinets? On en parle tout de suite avec mon invité, Serge Jablonski, expert comptable, auditeur informatique chez SYC Consultant. Serge Jablonski, bonjour. Bonjour. Alors pour commencer cette interview, quelles sont vos observations générales sur la blockchain? D'abord, il faut bien séparer la crypto-monnaie des blockchains de nature industrielle et financière. D'un côté, on a du yo-yo qui marche et tout le monde en parle effectivement à la radio. De l'autre côté, ça fait longtemps qu'on ne parle plus vraiment de la blockchain et de la comptabilité ou autre, ni dans les journaux informatiques, ni en France, ni à l'étranger. Les principaux articles datent de 2018, donc 2-3 ans. Est-ce que pour autant la blockchain est tombée dans les oubliettes? Eh bien écoutez, moi je pense pas du tout, au contraire, parce que la blockchain, pour moi, ça va être une deuxième vague Internet dans laquelle on aura confiance. Et aujourd'hui, on voit bien qu'un mail, on ne sait jamais d'où il vient, on ne sait jamais quoi. Avec la blockchain, on a l'unicité de l'information, on a sa traçabilité, on a sa conservation, on a tout l'aspect de possibilité de transférer des actifs de l'un à l'autre, d'un titre, une action à l'autre. On n'a pas d'intermédiaire, c'est pas cher, et on a une gestion automatique de contrats qui peut résoudre beaucoup de solutions et d'actifs, de processus dans les entreprises. Voilà. Donc je pense que l'Internet de demain, c'est avec la blockchain. Donc avec la blockchain, mais quel est l'impact sur les cabinets du coup? Alors, l'impact sur les cabinets, le cabinet d'expert comptable est d'abord et avant tout un acteur de confiance, un tiers de confiance. Donc là-dessus, je pense que ça va jouer beaucoup. On va en trouver partout, tout simplement. Je vous le dis parce que ça va être l'Internet lui-même qui va être le cas. À côté de ça, il y a aussi des impacts qui sont, quand on a une ICO, on sait qu'il y a des traitements comptables qui ont été inventés, décrits et qu'il faut apprendre, qu'il faut travailler. Quand on a des règlements, là aussi, en monnaie virtuelle, encore faut-il savoir les comptabiliser, parce qu'on sait que c'est très flottant et compliqué. Comment auditer aussi ça. Et puis, il y a aussi des nouveaux métiers qui sont, par exemple, une entreprise qui a émis une ICO, un mineur ou une plateforme d'échange. Tout ça, c'est des traitements un peu particuliers, c'est de nouveaux métiers et qu'il faut arriver à comptabiliser, à auditer. Donc, je pense que là, il y a des aspects assez importants. Il y a un autre aspect aussi, c'est qu'on parle beaucoup de la comptabilité à triple grand livre. Et ça, c'est un sujet aussi assez intéressant, puisque, à la limite, ça veut dire que lorsque tous les événements passent dans une blockchain, eh bien, on peut en sortir un grand livre, à la fois pour l'acheteur, à la fois pour le vendeur, en même temps qu'on a le grand livre général qui reste figé dans la blockchain. Donc là, ça peut faire de la comptabilité automatique aussi, qui peut impacter effectivement les cabinets. Voilà. Je pense que c'est les grands axes. Sinon, ça va s'insérer dans la vie de tout le monde de manière normale et sécuritaire. Quels sont les domaines où la blockchain peut-elle être utile pour les professionnels du chiffre? Alors, il y a un domaine qui, à mon avis, va booster, et on ne sait pas comment le gouvernement va gérer ça, c'est la facture numérique. Normalement, le gouvernement devrait
créer une blockchain pour accueillir ces factures numériques, qui seraient uniques dans un seul endroit et accessibles. Voilà. Donc je pense que là, ça va... Et la facture numérique va bouleverser la profession, c'est clair, hein, et les échanges entre les entreprises, etc. Donc je pense que là, on va avoir un impact très important. À côté de ça, le cabinet peut offrir lui-même de la blockchain. C'est pas cher, hein. Vous prenez une bout d'Ethereum, ça va pas vous coûter beaucoup, vous vous adresserez à un développeur si vous voulez faire du smart contract, mais c'est pas, donc ça peut être une offre que le cabinet peut faire à ses clients pour gérer des titres, pour gérer des actifs, pour gérer un certain nombre de choses de manière sécuritaire, ouverte ou pas ouverte, au choix. Et donc ça peut être aussi une offre des cabinets. Il y a aussi des tas de domaines, par exemple, où c'est très utilisé, c'est tout ce qui est transport. On a toujours les problèmes de cut-off, etc. Avec la blockchain, on a des faits réels que l'on peut interroger, que ce soit pour auditer ou pour comptabiliser ces aspects de transport. Voilà, donc là aussi, il y a tout cet aspect de confiance et de la réduction du risque qui impacte évidemment les cabinets et qui incite les cabinets aussi à utiliser la blockchain et à y participer. Vous dites que c'est assez simple, mais quelles compétences faut-il acquérir pour utiliser la blockchain? Alors, ça dépend quel aspect on a, mais bon, déjà, il faut acquérir les compétences comptables pour la gestion de tous ces actifs numériques par nouveaux métiers ou par nouveaux schémas comptables, etc. Donc tout ça, c'est assez... il faut le faire, il faut apprendre, etc. On a eu des groupes de travail, on s'est réunis et maintenant c'est défini, c'est clair. On a aussi tous les aspects de règlement en crypto-monnaie. Quand on paye en bitcoin, quand on voit que ça peut perdre 40% du jour au lendemain, on peut se poser des questions. Donc là aussi, il y a beaucoup de littérature qui est faite là-dessus. Donc ça, il faut le regarder. Et puis, il y a surtout l'aspect contrôle interne des blockchains, que ce soit pour auditer ou pour bâtir. Il faut arriver à comprendre tout ça. Il n'y a pas deux blockchains pareils, hein, et il n'y a pas les mêmes niveaux de sécurité partout. Donc il faut arriver à mesurer effectivement la sécurité qu'on peut donner dans ces blockchains. Et je pense que là, il faut effectivement... c'est du travail, même pour des auditeurs informatiques formés, parce que c'est nouveau quelque part. Mais ça peut être un levier de développement. Mais c'est assurément un levier de développement. Il y a des missions qui commencent, hein, à la fois dans les nouveaux métiers et à la fois aussi sur des blockchains pour auditer. Hein, c'est à l'affiche de certains cabinets, dans les plaquettes de certains cabinets. On va conclure là-dessus. Merci Serge Jablonski d'être passé sur notre plateau. Et je vous en prie, merci de m'avoir invité. Et au plaisir pour reparler de la blockchain, puisque on avait déjà fait effectivement une émission sur le sujet. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau numéro de la matinale du Monde du Chiffre.